Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on va parler des médicaments dans la bipolarité. Quels sont-ils? Est-ce qu'il faut en prendre ou non? Et quelles sont les alternatives? Moi, je m'appelle Clément, je suis le fondateur d'Upstage et on aide les personnes bipolaires. Et moi, c'est Julien, je suis une personne bipolaire qui aime aussi aider les personnes bipolaires. Et du coup, si on se lance un peu sur le sujet là, déjà, on va peut-être faire une petite introduction rapide sur la bipolarité. Je te laisse la faire. Et avec plaisir. Donc déjà, la bipolarité, pourquoi? Parce qu'on est concernés, tous les deux. C'est pour ça que ça s'appelle Parole de bipolaire. Et la bipolarité, moi je dis toujours que c'est la pathologie des émotions. C'est le fait de vivre des émotions de manière beaucoup plus intense que la moyenne, ce qui peut entraîner des phases qu'on peut appeler dépressives, donc c'est-à-dire perte d'énergie, être entre guillemets pas du tout en forme. Je pense qu'on visualise assez bien ce que c'est qu'une dépression. Des phases donc de relativement normales, relativement stables, et des phases qu'on appelle maniaques. Là, c'est l'inverse de la dépression, c'est un sentiment de surexcitation, de surconfiance en soi, qui a des conséquences aussi graves, tout comme la dépression, qui peuvent entraîner hospitalisation et autres. Et voilà, donc c'est une pathologie qui touche à peu près 1,7 million de personnes en France et de tous milieux sociaux, que ce soit des hommes, des femmes, enfin voilà, on est tous concernés directement ou indirectement. Et voilà, c'est comment je définis un peu les bipolarités. Je sais pas si tu as ajouté quelque chose, Julien. Non, après, c'est vrai que nous, on n'est pas psychiatre, donc c'est juste notre perception en tant que bipolaire. Et on n'a pas les compétences ni la légitimité de donner des conseils vis-à-vis des médicaments en particulier. On est plus sur l'hygiène de vie et à la limite comment s'en sortir au quotidien avec son environnement, quoi. C'est surtout qu'on veut parler des médicaments, mais de notre ressenti en tant que personne concernée. Et c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre au niveau des médicaments, déjà, c'est que un psychiatre, il fait entre 10 ans et 11 ans d'études. C'est 11 ans actuellement et c'était 10 ans auparavant. Et donc, en fait, il fait 11 ans où il devient un expert exceptionnel des médicaments et on n'atteindra jamais ce niveau d'expertise. Surtout, c'est pas toujours pertinent de devenir expert en médicaments. Parce que parfois, savoir exactement les effets secondaires de ce qu'on va prendre va nous faire stresser encore plus que si on ne le savait pas. Donc des fois, il vaut mieux un peu rester dans l'ignorance. Moi, je l'ai accepté de plus en plus, de faire confiance à mon psychiatre et de me dire, bon, s'il me prescrit ce médicament et il me dit que c'est bien pour moi, je vais essayer. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais pas essayer de l'adapter, je vais pas donner des feedbacks à mon psychiatre pour qu'il adapte les médicaments. Enfin bon, là, je rentre déjà un peu dans le vif du sujet, mais tout ça pour Non, dire... mais c'est intéressant. C'est intéressant ça parce que je fais exactement la même chose aussi. Avant, j'avais regardé un petit peu les effets secondaires, mais maintenant, je fais confiance au psychiatre. S'il y a un truc qui va pas, je lui donne un feedback, on change. En plus, on a une très bonne discussion ensemble. Donc, je pense que c'est intéressant de le voir comme ça. C'est essai, erreur, essai, erreur, essai. Et au bout d'un moment, il y aura forcément du succès. Donc, plutôt le voir comme ça, je trouve ça intéressant. Et si on se lance un peu sur les médicaments qui sont abordés dans la bipolarité, est-ce que tu veux nous dire un peu lesquels sont les principaux, peut-être? Bien sûr. Alors, on va pas faire une liste exhaustive. Quelque chose, je pense, qui est important de comprendre déjà, c'est de remettre un petit peu le contexte par rapport à qu'est-ce que c'est que les médicaments dans la bipolarité. En fait, il faut imaginer que les médicaments sont conçus par les laboratoires pharmaceutiques. Et en fait, les laboratoires pharmaceutiques donc, sont des boîtes qui ont des milliards, qui investissent des milliards dans la recherche et le développement. Et aujourd'hui, ils concentrent 0,2% de leur budget pour les médicaments dans la santé mentale, donc les médicaments pour le cerveau. Le reste, donc 99,8%, est dépensé dans la santé physique. Parce que la santé mentale, aujourd'hui, c'est très compliqué de faire des essais cliniques, c'est très compliqué d'avoir des médicaments qui sont aussi chers et donc rentables pour eux. Et donc, il y a un sous-investissement significatif dans les médicaments en santé mentale. Et donc, les classes de médicaments et les médicaments qui sont disponibles actuellement sont souvent des médicaments anciens
ou des médicaments qui ont été créés pour d'autres pathologies. Et donc, ils sont pas toujours les... Et ce qu'il faut aussi comprendre qui est important, c'est que les pays vont accepter des médicaments ou pas. En France, on est très strict sur l'accès à des nouveaux médicaments. Il y a besoin qu'il y ait des études cliniques qui aient été faites en France pour pouvoir autoriser un nouveau médicament sur le marché, dans la majorité des cas. Ce qui fait qu'il y a certains médicaments qui sont des nouveaux médicaments autorisés en Suisse ou en Belgique, qui ne sont pas autorisés en France. Et c'est aussi lié à des questions financières, parce que le coût de ces médicaments est très élevé, et donc la sécurité sociale refuse de payer un certain prix aux laboratoires pharmaceutiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, la France a du mal à s'approvisionner en médicaments. C'est parce que, en fait, la sécurité sociale achète des médicaments gros aux laboratoires. Les laboratoires, ils fixent un prix, ils disent, voilà, un médicament, ça coûte 100 € pour les pays d'Europe. La France, et donc la sécurité sociale, ils disent, en fait, c'est super, vous avez proposé 100 €, nous, on est prêt à vous acheter vos médicaments à 50 €. Maintenant, on s'engage à vous acheter 1 million de médicaments. Et les laboratoires, des fois, ils disent, ah bah oui, super. Et des fois, ils disent, bah non, nous, on produit 1 million de médicaments, donc en fait, on n'a aucun intérêt. On préfère les vendre à 100 € à la Belgique, à la Suisse, plutôt que de les vendre à 50 € à la France, parce qu'on gagne plus d'argent. Et ce qui fait qu'on a relativement des problèmes justement, pour récupérer les médicaments. Enfin bon, je mets un petit peu le contexte, mais je trouvais que c'était important. Ouais, non, mais c'est super intéressant tout ce que tu viens de dire, de remettre le contexte justement sur tout ce qu'il y a autour du médicament et pas simplement ça soigne ça, ça soigne ça. Ça permet de voir un peu comment c'est créé, comment on est approvisionné, comment ça va le fonctionnement des sociétés va influencer le fait qu'on a accès ou non à tel médicament ou à tel médicament. C'est hyper intéressant, je trouve. Et je savais peut-être en fond de quelque part dans ma tête, mais c'est trop bien ce que tu viens de dire. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais, en fait, l'avantage maintenant, c'est que je parle avec énormément de psychiatres, même de labos, de recherche clinique, etc. Et les médicaments, c'est particulier, hein. Je pense qu'il faut le dire. Et donc, pour revenir à ta question, même si j'ai fait un peu la personne bipolaire, j'ai un petit peu détourné, c'est les typologies de médicaments. Et je pense que je parlerai tout d'abord du lithium. Le lithium, c'est le médicament historique qui existe depuis, je crois que ça a été utilisé à l'Antiquité, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est vraiment très ancien. C'est un médicament qui fonctionne plutôt très bien d'ailleurs. Maintenant, il demande énormément de contrôle, c'est-à-dire qu'il faut faire des tests sanguins très régulièrement. C'est un médicament qui prend du temps à faire effet aussi. Il faut comprendre, je pense que j'ai parlé de l'aspect financier au niveau des laboratoires, mais du coup, c'est un médicament qui est très peu coûteux, ce qui est un bel avantage pour l'État et pour nous, parce que des fois, on n'a pas conscience de ce que ça peut coûter, mais en tout cas, le lithium, dans notre cas, c'est pas vraiment cher. Et ça marche, en fait, pour stabiliser l'humeur. Donc, ça s'appelle stabilisateur d'humeur, ce qui fait que ça réduit l'intensité des phases dépressives et l'intensité des phases maniaques. Et je te laisse compléter, Julien. Non, mais c'est ça, t'as quasiment dit ce qu'il faut. C'est les stabilisateurs d'humeur, on appelle ça aussi les thymorégulateurs. Après, il y en a différents sur le marché. Il y a la Abilify, il y a le Lamictal, il y en a plein, il y en a plein. Il y a aussi les génériques. Et après, ce qui est intéressant, c'est que les psychiatres vont proposer justement un thymorégulateur en général à la personne qui est bipolaire, mais en fonction de son historique, en fonction de la phase qu'il vit, il va en proposer différents. Et par exemple, moi, j'ai jamais essayé le lithium. Et au final, je suis très content de mon traitement aujourd'hui. Mais c'est vrai que le lithium, j'en ai entendu beaucoup parler. Et oui, c'est le médicament historique qui est utilisé pour la bipolarité. Et après, c'est très contrôlé. Il faut faire des prises de sang. Moi, je trouverais ça un peu contraignant. Et j'avoue que je suis content de pas le faire. Mais bon, il y a des avantages et des inconvénients à tous les médicaments aussi, hein. C'est pas unipolaire, quoi. Je vais vous montrer pour innover un tableau. On va essayer de faire des nouvelles choses un peu dans Parole de bipolaire. C'est un tableau qui montre au niveau des médicaments qu'est-ce qu'ils font, comment ils se prennent et quels sont les effets et sur quoi.
Et donc là, on a les stabilisateurs d'humeur, donc comme le dit très bien Julien, les thymorégulateurs. Et donc on voit les médicaments, donc par exemple le lithium, va avoir un effet sur la phase maniaque, sur la phase dépressive, et pour permettre l'entretien, donc le thymi, et se prend souvent de manière orale avec de l'eau. Et donc il y a d'autres thymorégulateurs, donc voilà, alors je connais pas vraiment, je sais pas si toi tu connais d'ailleurs, Julien. Non, mais je pense que ça, c'est le nom des molécules et pas forcément le nom du médicament. Oui, c'est le nom des molécules. Ça, c'est parce que, en fait, les médicaments, ils ont un nom commercial, mais que vous preniez un générique ou un médicament, c'est la même molécule, en fait. Et donc, oui, là, je mets les molécules. C'est fait exprès, mais généralement, il y a des noms commerciaux qui sont différents. Mais vaut mieux que vous appreniez, d'ailleurs, petit conseil, vaut mieux apprendre les molécules pour demander la molécule et comprendre qu'est-ce que c'est. Parce que le médicament, en soi, c'est juste le nom commercial. Et vous pouvez changer de médicament sans changer de molécule. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ça. Est-ce que tu sais, toi, comment c'est les génériques, au final, c'est l'enveloppe qui change, ce qui fait que c'est un mode de diffusion qui est différent ou un truc comme ça, non? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, de ce qu'on a expliqué, un médicament, quand il est mis sur le marché, généralement, pendant X années, il est breveté et c'est le laboratoire qui a inventé le médicament qui est le seul détenteur du médicament et qui a le droit de vendre ce médicament. Tous les autres ont l'interdiction de vendre ce médicament. Et ça, c'est pour permettre au laboratoire de rentabiliser la recherche qu'il a pu faire pour créer le médicament. Donc, si on prend le cas de la molécule lamotrigine, donc il y a eu un laboratoire qui a développé cette molécule. Ensuite, il a créé un médicament qui s'appelle le Lamital. Le Lamital, il a été créé par un laboratoire. Ce laboratoire, pendant 10 ans, il a eu le monopole du Lamital. Alors, le Lamital, grosso modo, c'est un effet avec tous les médicaments, c'est le même principe généralement. C'est en gros les effets actifs d'une molécule et à l'intérieur et autour, souvent c'est du sucre ou de la farine. Et à partir du moment où les 10, 20 ans, ça dépend des médicaments, je suis pas expert, mais sont passés, il y a d'autres laboratoires pharmaceutiques qui ont le droit de récupérer la formule et donc la molécule active pour faire un nouveau médicament. Et donc en fait, ils vont copier exactement la même molécule. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est que au lieu d'avoir une couche de farine de 0,1 mm, peut-être qu'il y aura une couche de farine de 0,11 mm. C'est la seule différence qu'il peut y avoir techniquement parlant. Mais si le médicament est validé, c'est-à-dire qu'il est considéré comme générique, qu'il est vendu en France, ça veut dire que les effets sont identiques et que la différence de l'enveloppe est considérée comme trop négligeable pour avoir un effet quelconque sur l'effet du médicament. Et que donc, Ça, enfin, je trouve ça ouf parce que moi, je sais que des fois, j'ai pris des génériques et pourtant, j'avais pas du tout les mêmes effets. Et est-ce que c'est placebo? Est-ce que c'est moi, je suis toujours la question, persuadé que c'est beaucoup de placebo. Hein. Ouais, Je pense que c'est principalement placebo parce que en fait, c'est légal. Hein. C'est des médicaments. Hein. Là-dessus, c'est hyper quadrillé. Je pense que c'est placebo. Après, il ouais, peut y avoir une différence, mais dans 99% des cas, je pense que c'est du placebo. ouais, c'est dingue quand même, hein. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être aborder le sujet du fait que ce serait quoi les inconvénients, les avantages de prendre des médicaments, de pas en prendre? Bah, de toute façon, je pense que c'est une décision qui est très personnelle. Et pour te donner rapidement, moi, de mon expérience, c'est-à-dire que avant d'être diagnostiqué comme personne bipolaire, j'avais fait des dépressions par le passé. Et c'est vrai que j'avais du mal à prendre des médicaments. J'étais un peu contre parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'un psychiatre me donne un médicament alors qu'il sait pas vraiment ce que j'ai? Et lorsque j'ai été diagnostiqué, au démarrage, j'ai voulu essayer pendant quelques semaines en me disant, est-ce que je prends ou pas des médicaments? Et de peut-être d'essayer de pas en prendre. Et au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que pour ma part, c'était la meilleure des solutions. En fait, mon bénéfice-coût était supérieur, le bénéfice était supérieur à l'inconvénient. Et donc, j'ai décidé de prendre des médicaments que je prends tous les jours, sans exception. Et j'ai jamais modifié les doses sans en parler à mon psychiatre. Et même, j'ai jamais modifié les doses sans que mon psychiatre me dise de les modifier. Et aujourd'hui, je suis très content de prendre des médicaments.
et je pense que je continuerai à prendre des médicaments pendant des années. Voilà un peu ma petite histoire très rapide, mais quel est ton avis là-dessus, Julien? Ouais, c'est cool parce que je me souviens, quand on s'est connus, alors je sais plus s'il y a 2 ou 3 ans, mais je me souviens que t'étais dans cette période justement où tu voulais tester les médicaments, mais t'étais pas sûr de le vouloir. Du coup, tu voulais tester quelques semaines, et puis t'avais réarrêté vite fait, et puis t'avais repris, et t'avais changé de molécule. C'était intéressant cette période-là. Et moi, par rapport à ça, j'ai à peu près le même vécu, sauf que, alors je sais pas quand tu as été diagnostiqué toi, mais moi c'est sur une phase de, comment on appelle ça, de bouffée délirante aiguë, et ce qui fait que c'est hyper intense. Enfin, c'est en mode extrême, quoi. Et du coup, j'étais obligé de prendre des médicaments si je voulais redescendre. Sinon, je continuais à être perché, ça aurait été l'enfer. Et du coup, la question, elle se posait pas trop sur le commencement de est-ce que je prends des médicaments. Par contre, après, j'ai essayé de pas prendre des médicaments pendant 1 an. Donc, j'ai vécu pendant 1 an sans médicaments. Par contre, j'avais des hauts et des bas et je sentais bien que c'était quand même assez dur de les vivre, quoi. Et après, j'ai repris des médicaments. Et depuis, j'ai changé plusieurs fois de médicaments jusqu'à trouver, alors je crois que c'était l'année dernière que j'ai vraiment trouvé, genre les molécules qui s'assemblent ensemble, etc., et qui vont super bien ensemble. Mais par contre, j'ai mis du temps à les trouver. J'ai mis du temps. Pendant un certain temps, j'ai été fatigué longtemps. Pendant un certain temps, on a testé d'autres molécules et j'étais vraiment dans le mal. Et après, il y a eu le médicament qui a tout changé, auquel on a rajouté d'autres médicaments pour changer les petits détails. Et maintenant, c'est nickel, quoi. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas les médicaments qu'on prend? Pour la petite histoire, c'est parce que vu qu'on est tous et toutes différents, on n'a pas besoin des mêmes médicaments. Et ça, c'est un gros problème que je vois beaucoup, notamment dans notre communauté d'entraide, c'est que on a tendance à se dire si ce médicament marche pour Julien, eh ben j'ai envie de prendre le même médicament. Alors qu'en fait, ça marchera pas. Donc voilà, on fait un peu exprès. C'était pour dire le petit warning, mais ouais, c'est un vrai processus, le fait d'accepter de prendre des médicaments. Mais je te laisse. Après, c'est compréhensible quand même de se dire que les personnes, quand t'es en détresse, en fait, t'as envie d'essayer des choses qui marchent pour les autres forcément. Donc ça, c'est compréhensible, mais c'est vrai que c'est pas la bonne démarche en fait. La bonne démarche, c'est aller voir son psychiatre, lui donner des feedbacks, s'observer, améliorer son hygiène de vie, etc. On reprend toujours un peu le même processus, mais c'est toujours aller vers le psychiatre, feedback, essayer, retourner chez le psychiatre, feedback, et comme ça s'enchaîne. Et ce qui est malheureux, c'est que ça peut durer des années, mais quand on arrive au résultat où on est satisfait du résultat, ça change vraiment la vie. Enfin moi, ça fait 1 an, c'est limite de revis quoi. Et ça c'est extatique. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Non mais les médicaments, quand c'est bien dosé, c'est impressionnant. Et aujourd'hui, dans les personnes que je peux rencontrer, et je pense que j'ai rencontré des milliers de personnes bipolaires maintenant, dans 99% des cas, c'est des gens qui prennent des médicaments. Et quand je dis 99, je parle des personnes qui arrivent à vivre avec une vie épanouie. Je dirais même 99,9. Je connais qu'une personne qui a réussi sans médicaments à avoir une vie entre guillemets avec plein de bonheur et tout ça. Je pense, et après c'est très personnel, c'est que on a quasiment tous besoin de passer par là. Ça veut pas dire qu'on devra prendre des médicaments toute notre vie, mais on a besoin de passer par cette étape qui va nous aider bien tout construire et potentiellement ensuite on pourra se permettre de l'enlever. Mais moi heureusement j'ai accepté de le faire. C'était pas simple hein. Et ce serait faux de le dire que j'étais tout de suite convaincu et tout ça. J'aimerais le dire, mais c'est pas vrai. Je préfère vous donner un peu l'expérience que j'ai eue, quoi. Mais en fait, et ça c'est un vrai sujet d'ailleurs, c'est comment améliorer le fait de trouver les bons médicaments pour soi
Et il y a un travail énorme à faire parce que, et c'est ce que tu disais, Julien, et tu peux peut-être un peu développer de comment faire pour faciliter le travail de son psychiatre afin qu'il puisse trouver plus facilement la bonne molécule. Ouais, c'est hyper intéressant. Et un truc que j'ai vraiment bien aimé dans ce que tu as dit, c'est les dosages. Les dosages, en fait, par exemple, moi j'ai eu un médicament où j'étais à un certain dosage, ça fonctionnait pas. On a baissé, mais d'un rien. On a baissé d'un rien et c'était nickel. Donc c'est pour dire, des fois c'est au millimètre quoi. C'est une science et justement on peut en venir à la question qui est comment on peut optimiser le fait d'aller discuter avec son psychiatre, d'optimiser les recherches par rapport à cette médicamentation. C'est s'observer. Faut s'observer à fond. Faut observer qu'est-ce qui se passe quand il y a un changement dans ma vie, quand je change un truc, qu'est-ce que ça engendre. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être le sommeil, ça peut être l'alimentation. On pourra en reparler de l'alimentation après. Ça peut être le sport, ça peut être le fait que je suis pas sorti, j'ai vu personne pendant tant de jours, ou alors j'ai vu trop de monde pendant tant de jours. Du coup, ça a fait ça. Faut tout observer. Idéalement, ça serait de traquer un peu tout, de noter sur un carnet un peu tout, pour pouvoir le partager au psychiatre en ayant chaque souvenir et puis pouvoir lui dire ça, à ce moment-là, il s'est passé ça. Et j'ai ressenti ça, j'ai eu ça comme émotion, derrière j'étais en dépression, machin. Et c'est comme ça qu'en fait ça peut évoluer et que le psychiatre va se dire ok, bon, il a cette manière de réagir à cette expérience-là, du coup peut-être qu'on va lui rajouter ce médicament-là parce que justement ça va bien dans ce contexte-là. Et après c'est les essais et malheureusement il y aura des erreurs et des échecs. Moi à titre personnel, j'ai mis 10 ans avant d'avoir le traitement qui me convient. Et ça peut faire peur, mais c'était dur. Pendant 10 ans, j'ai eu des périodes où j'étais bien, où c'était sympa, mais globalement, c'était assez dur pendant 10 ans, quoi. Sans vouloir, bien sûr, démoraliser les gens, mais il faut être honnête. Et pendant 10 ans, j'en ai un peu chié quand même, quoi. Avec des périodes plus ou moins hautes. Et c'est ça qui est hyper dur avec les médicaments, c'est que c'est pas parce que ça marche pas pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que c'est pas fait pour soi. Alors, il y a des personnes avec qui ça marche pas. C'est comme ça, c'est génétique, ça existe. Mais c'est très souvent parce que, comme tu l'as dit, Julien, c'est mal dosé, parce que c'est pas le bon médicament, parce que c'est pas le bon moment de la prise est pas bonne dans la journée aussi. Parce qu'il faut prendre des médicaments à certains moments, des fois c'est au moment du repas, et on oublie, on le prend, mais enfin, il y a des trucs tout bêtes aussi. Il y a des médicaments, il faut les croquer, il faut pas les avaler. Mais vraiment, c'est des choses des fois qu'on oublie de faire. On l'avale en se disant c'est un petit médicament. Non, il faut le croquer, c'est important. Et je trouve que c'est très bien ce que tu as dit, surtout quand on commence un nouveau médicament. C'est un moment clé où il faut pas hésiter à faire son diagramme de l'humeur, que je vais représenter ici. Alors le diagramme de l'humeur, le principe c'est ça, c'est vous vous retrouvez avec un tableau où vous allez indiquer où est-ce que vous en êtes. Donc, si vous êtes stable, vous mettez une petite croix ici. Si vous sentez que vous êtes légèrement up, en gros, vous allez ici. Si vous êtes très en up, vous allez là. Et en fait, vous allez vous faire en fait un petit schéma comme ça. Et ça, surtout quand vous prenez de vos médicaments, ça peut être très intéressant. Vous pouvez aussi noter les achats, le stress, le fait de parler vite, le problème de sommeil, etc. Mais ça, c'est vraiment un bon exercice à faire lorsque vous êtes dans une logique où vous voulez prendre des médicaments. Je vous mettrai bien sûr le lien du diagramme de l'humeur et pareil par rapport au guide au niveau des médicaments. Mais ouais, en fait il y a un manque de données. C'est souvent le gros problème en fait, c'est que les psychiatres vont nous donner des médicaments sans savoir exactement comment est-ce qu'on le prend et quels sont les impacts que ça va avoir sur notre santé. Et la grosse problématique, c'est que dans la majorité des cas, si vous avez un problème de santé, vous allez faire une prise de sang. Vous allez faire, je sais pas, si vous avez une otite, on va vous checker votre oreille. Et dans les médicaments, dans la santé mentale, et c'est pour ça qu'il y a encore un sous-investissement et un problème au niveau de la gestion des médicaments, c'est qu'on ne peut pas encore utiliser ces données-là. On ne sait pas encore exactement les utiliser. On ne peut pas encore faire une prise de sang et de dire, OK, il va falloir prendre tel médicament. Donc c'est pour ça il faut vraiment communiquer au mieux et le plus intéressant c'est de tout noter, de tout savoir et de voir son psychiatre très souvent au début.
C'est-à-dire quand vous changez de médicament, si vous pouvez essayer de voir votre psychiatre peut-être toutes les semaines au moment du changement de médicament pour essayer d'améliorer le dosage, c'est vraiment mieux. Est-ce que tu as d'autres conseils de ton côté? Non, il y avait un truc super que tu as dit, c'est que c'est pas parce que le médicament ne fonctionne pas aujourd'hui qu'il va pas fonctionner plus tard. Moi, par exemple, il y a un médicament que j'avais au tout début, que j'ai arrêté pendant un certain temps et que là maintenant j'ai repris en fait. Et maintenant c'est le jackpot parce que tous ils se sont regroupés et là c'est trop bien quoi. Et après pareil, alors quand tu dis oui il faut voir le psychiatre toutes les semaines, je pense que forcément certains vont se dire mais non mais c'est impossible, mon psychiatre je le vois tous les 2 mois et encore c'est parce que j'ai de la chance, tu vois. Genre tu vois, quand tu vas en CMP ils sont surbookés, c'est impossible de les voir machin. Mais dans ce cas-là il faut essayer d'aller voir un autre psychiatre, faut essayer de se démerder, c'est con hein, mais faut vraiment optimiser. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, ce que tu as dit, c'est top. Faut vraiment s'analyser, analyser tout, les moindres changements, analyser ce qu'on vit, les émotions, faire le diagramme de l'humeur, le faire au quotidien. Faut vraiment prendre le temps de le faire. Ça a une valeur ajoutée de ouf. Ouais, et il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est que bon, les psychiatres sont les experts des médicaments et les médecins généralistes peuvent aussi vous aider. L'air de rien, ils ont quand même une vaste connaissance. Ils peuvent vous aider sur les renouvellements d'ordonnances. C'est quand même utile, notamment si vous êtes dans une autre ville. C'est vraiment important de continuer le suivi. Et souvent, les médecins traitants ils peuvent aider un petit peu sur la partie aussi psychothérapie. Moi, je trouve que j'apprends de plus en plus des médecins traitants et je pense que c'est un vrai avantage. C'est très complémentaire avec un psychiatre. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont des connaissances médicales pas aussi pointues que des médecins, mais parfois il y a certains infirmiers qui sont plutôt compétents sur les médicaments. Alors ils seront pas aussi bons qu'un psychiatre, mais ils peuvent des fois un petit peu aider, au moins en attendant peut-être que le psychiatre soit disponible. Oui, Donc, puis après il y a aussi le fait que le psychiatre n'est pas disponible autant de temps qu'on le voudrait. On va avoir un psychologue entre deux. Ça permet de faire des feedbacks, de, de structurer sa pensée, de structurer qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on vient devant le psychiatre, ben, on sait expliquer, ça s'est passé comme ça, il s'est passé tel événement, j'ai eu telle réaction, etc. Et c'est comme ça que derrière, qu'on a un bon feedback et que derrière, on peut modifier le traitement correctement et au fur et à mesure avancer vers un équilibrage du traitement, quoi. Et par rapport à, parce que là, on a beaucoup parlé en mode, bah ouais, le traitement, c'est un peu la vie, quoi, entre guillemets. Mais qu'est-ce que tu penses du coup du fait de pas prendre des traitements? en fait, c'est toujours la même chose. Je pense que chacun est différent. Et moi, j'ai tendance à penser aujourd'hui que c'est rarement une bonne idée. Et que si jamais quelqu'un décide de pas prendre de médicaments, ça doit être fait en continuant de voir un psychiatre. Et ça, je le dis, pour moi, c'est essentiel. Ça veut dire que avec un suivi médical, parce que ça a été longuement réfléchi et potentiellement on a essayé un certain nombre de choses, on a décidé ensemble que c'était la meilleure des solutions à l'instant T. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que si on arrête de prendre des médicaments, on va pas en reprendre un jour, ou comme lorsqu'on prend des médicaments, on va pas les arrêter, mais de continuer de le faire avec un psychiatre. Et, et vraiment, je me répète, mais dans 99,9% des cas, on a besoin de prendre des médicaments. Et ça veut pas dire qu'on va prendre des hautes doses. Ça aussi, c'est un truc, je trouve, très important parce que on a beaucoup l'image, et c'est vrai qu'il y a des médicaments qui sont un peu sédatifs, hein, qui ont tendance un peu à nous calmer, à réduire très fortement nos émotions. Mais il y a aussi des médicaments déjà qui ont un impact beaucoup moins important et qui sont, lorsqu'ils sont microdosés, franchement négligeables, voire même on n'arrive même pas trop à comprendre. Et souvent, le microdosage aussi, c'est une très bonne alternative au fait de ne pas prendre de médicaments. Parce que, et même ne serait-ce que l'acte, on a parlé rapidement de l'effet placebo, mais c'est important d'avoir l'acte d'ingérer un médicament, de prendre conscience qu'on a une pathologie, qu'on doit faire attention, et de fait de se convaincre soi-même qu'on va réussir à aller mieux. L'effet placebo, c'est impressionnant. Moi, j'en parlerai jamais assez. Ils ont fait des études, par exemple, dans une classe,
où ils ont fait croire à un enfant qu'il était malade, donc l'enfant est devenu malade, et il y a une partie de la classe qui était convaincue qu'elle était malade. C'est-à-dire que toute la classe était malade, alors qu'en fait, il n'y avait pas de maladie. Et c'est pour dire à Ah, ça, quel point c'est puissant, quoi. ouais, c'est ouf les mécanismes du cerveau qui peuvent induire des choses alors que c'est pas forcément vrai parce qu'il y a juste la croyance qui est derrière. C'est un truc de ouf, ça. C'est hyper intéressant ça. Et c'est vrai que cette notion de microdosage est hyper intéressante parce que moi j'y pensais pas tout à l'heure, mais moi je suis en microdosage au final, hein. Parce que au final, moi je suis à des seuils de dosage qui sont bien inférieurs pour chaque médicament à ce qui est préconisé. Et pourtant, bah, enfin, moi, c'est nickel. Après, tout dépend aussi de la sévérité de la bipolarité. Chaque personne est unique, chaque bipolarité est unique, et du coup, bah, chaque traitement est unique pour cette personne-là, en fait. Et toi, qu'est-ce que tu penses du fait de pas prendre de médicaments? Qu'est-ce que tu as pu voir autour de toi? Bon, ce que j'ai pu voir autour de moi déjà, c'est que la majorité en prennent, si ce n'est tout le monde. Ou alors ceux qui n'en prennent pas, ils sont en galère. Ils sont vraiment en galère. Des personnes qui sont bien sans prendre de médicaments, je n'en ai pas vu, personnellement. Mais qui sont, genre, qui sont bien, qui ont une vie équilibrée, qui travaillent, qui sont épanouis, etc. Moi, j'en connais pas. Après, j'en connais pas des millions, hein, des bipolaires, donc, ça veut pas tout dire. Mais ensuite, qu'est-ce que j'en pense? C'est que j'espère que la science va évoluer et que peut-être un jour on va trouver le truc qui va faire le déclenchement pour qu'on puisse soigner la bipolarité et non la rétablir. Ça serait trop cool. C'est un peu mon rêve. Si, dans un monde de fous, ça serait mon rêve. J'en pense que, comme tu l'as dit, si on se sent mal, après si on se sent bien au quotidien, bah si pas besoin de médicaments, pas besoin de médicaments, hein. Mais si on se sent mal, vaut mieux prendre cette béquille parce que ça, justement, c'est une béquille, ça permet de transiter. Et s'il y a besoin de l'arrêter après, bah, on l'arrête après, mais au moins transiter et se sentir bien pendant cette transition, pas galérer pendant longtemps. Parce que moi aussi, à un moment donné, j'étais un peu anti-médicament et au final, j'ai galéré pendant un an. Ça vacille, mon humeur vacillait. Au final, j'ai pas hyper kiffé cette période-là, quoi. Et en fait, on parle beaucoup aussi aujourd'hui d'alternatives aux médicaments, mais c'est pas le bon terme. Pour moi, c'est de complément aux médicaments. C'est que aujourd'hui, on a besoin de plusieurs choses pour être en bonne santé. Et on en revient à des choses extrêmement classiques. Bien dormir, bien manger, avoir des liens sociaux épanouis, avoir de la lumière, faire du sport. Et j'ai plus le sixième, mais enfin des trucs hyper simples. On en revient au classique. Et à partir du moment où on a ces piliers-là qui sont bien établis, on va mieux dans notre vie. Et pour avoir ces piliers-là, on a souvent besoin d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un père aidant, de groupes de parole, de médicaments, de personnes à qui parler aussi en ligne. Je trouve ça très intéressant, tout ce qui est communauté d'entraide, d'être expert de sa maladie, de pouvoir comprendre quels sont ses prodromes, donc c'est-à-dire les facteurs qui font qu'on déclenche une phase, le fait de communiquer avec ses proches pour que nos proches puissent nous aider à détecter ces phases et avoir un plan d'action pour pouvoir résoudre ces phases. C'est un peu le principe d'un départ de feu. Au départ, on oublie de fermer la plaque, il y a un petit peu de flamme. Si jamais on réagit très vite et très bien parce que on est capable de l'éteindre rapidement avec un psychiatre, des médicaments, des proches, hop, l'incendie, la dépression, elle se transforme même pas en dépression, c'est quasiment une déprime. Et on passe à autre chose et c'est très facile. Par contre, si on n'anticipe pas et qu'on laisse cette flamme commencer à, entre guillemets, tout brûler, là, c'est hyper grave et potentiellement, ça peut entraîner des mois, des années de dépression et ça peut brûler toute la maison. Donc, son travail, son couple, ses amis. Et donc, voilà, c'est vraiment tout ça qui est mis en place et donc tout ça est complémentaire. Les médicaments est un élément plutôt central d'ailleurs parmi ces autres éléments. Et donc, pour moi, je parle vraiment de complémentarité plutôt que d'alternative. Et d'ailleurs, si on vous dit que c'est une alternative aux médicaments, généralement, il y a un loup quelque part. Ouais, le truc que je rajouterais, c'est trop bien ce que tu as dit. Enfin, je pense que t'as fait le résumé de ce qu'il faut pour gérer la bipolarité, en gros. Et le truc qui est intéressant à rajouter en plus et que nous on fait depuis maintenant un an et demi, je crois, c'est le partenaire de responsabilité.
Nous, on fait toutes les semaines un appel. Ça fait longtemps qu'on le fait, super longtemps. Et toutes les semaines, le mercredi, on a un appel ensemble de 1 heure en général. Et on se raconte notre vie pendant 1 heure. Et c'est trop cool. Franchement, ça décharge. Et ça permet de pas discuter avec sa famille, mais d'avoir une personne avec qui on se sent bien en dehors de la famille, en dehors des amis, et avec qui on va parler que de bipolarité, enfin pas que de bipolarité, mais à qui on peut parler de bipolarité en toute légèreté, en toute sincérité. Et ça, c'est trop bien. Moi, je kiffe et je pense que ça nous a fait bien évoluer d'avoir ça. Et je n'inviterai que beaucoup les gens à le faire aussi. Pour moi, c'est des parties de la pérédance. Mais c'est hyper bien de détailler ce qu'on fait parce que, enfin, je suis pareil que toi, hein, ça m'aide énormément et c'est génial. Maintenant, il faut trouver la bonne personne à qui le faire parce que l'air de rien, c'est parce qu'on s'apprécie qu'on aime tant le faire. Et c'est important, c'est pas juste de trouver une personne bipolaire, c'est de trouver une personne avec qui vous avez un match aussi intellectuellement, où ça vous intéresse. C'est un projet qu'on a et qu'on n'a pas vraiment encore mis en place, mais d'aider justement à trouver un peu son partenaire père aidant avec Upstage. Donc c'est quelque chose. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir et ça permettra peut-être de lancer un peu plus la machine là-dessus. Maintenant, toi, est-ce que tu as autre chose à dire, notamment sur le terme alternative médicament? Non, je pense que tu as bien résumé. C'est vraiment une complémentarité au traitement. L'alternative, le mot alternatif, il est pas adapté, je pense. T'as raison. Et si je peux rajouter un truc par rapport à la pérédance, on dit souvent que quelqu'un qui maîtrise vraiment son sujet, il sait l'apprendre à l'autre. Et en fait, je trouve que la pérédance, c'est un peu ça, c'est apprendre quelque chose sur l'autre grâce à son expérience, grâce à ce que lui il a vécu, etc. Donc je trouve que la pérédance, c'est un peu le dernier level de la compréhension de sa propre maladie au final, parce qu'on essaie de l'enseigner à l'autre et d'enseigner peut-être les subtilités à changer, les subtilités à trouver pour aller mieux, etc. Je trouve ça intéressant. Clairement. Pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui, donc en fait, il y a différents types de médicaments. Et nous, on considère qu'il y a les médicaments qui sont pour stabiliser son humeur, qu'on appelle les thymorégulateurs. Le plus connu est le lithium, mais il y a aussi d'autres molécules comme la lamotrigine. Ensuite, il y a tout ce qui est antidépresseur, tout ce qui va être anti-anxiété, donc c'est les neuroleptiques. Bon, bah après, je suis pas expert non plus du sujet, mais donc il y a d'autres typologies de médicaments. Concrètement, ce qu'on a pu voir ensemble, c'est que 99,9% des personnes bipolaires rétablies prennent des médicaments, qu'aujourd'hui, c'est un avantage significatif pour se sentir bien et aller mieux. Par contre, les médicaments, c'est très compliqué à mettre en place parce que il faut déjà l'accepter, ce qui est pas si simple que ça. Et ensuite, il faut le prendre régulièrement et il faut être patient parce que ça peut prendre parfois des semaines, voire des mois avant de faire effet. Et surtout, c'est très difficile à doser. Et pour cela, il faut travailler main dans la main avec votre psychiatre, au maximum lui donner le plus d'informations possible pour qu'il soit en mesure de trouver le bon dosage et le bon médicament pour vous. Et c'est quelque chose qui sera unique et qui va évoluer dans le temps. Ensuite, nos recommandations, c'est bien sûr de faire beaucoup de choses en complément des médicaments. Les médicaments ne vont pas tout régler, mais vont être une béquille essentielle à votre établissement. De mon côté, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet upstage.com, HOPESTAGE.com, et je vous dis à très bientôt.